La lumière du grand lustre de cristal suspendu au-dessus de la table 7 baignait d'une lueur dorée la partie la plus prestigieuse du jardin de verre, où l'élite parisienne dînait chaque mercredi soir. Christelle Valois portait un plateau de flûte de champagne avec la grâce acquise d'une longue pratique. Son tablier rouge contrastait avec l'uniforme noir impeccable. À 25 ans, elle avait perfectionné l'art d'être invisible. Un talent qui payait les factures sans effacer les souvenirs de la femme qu'elle avait été autrefois. « Un peu plus d'eau, s'il vous plaît », murmura doucement la vieille dame assise à la table 7, sa voix à peine audible. Christelle s'approcha avec un sourire carafe en main. Éléonore Montreuil se tenait droite dans son fauteuil. Sa robe de couturier était irréprochable, ses cheveux d'argent soigneusement coiffés. Pourtant, quelque chose dans la pâleur bleue de ses yeux fit hésiter Christelle. La main gauche de la femme tremblait légèrement lorsqu'elle attrapa sa serviette et, sous la manche de son gilet de cachemire, Christelle distingua l'ombre d'un hématome. « Bien sûr, madame », répondit-elle en remplissant le verre. En versant l'eau, elle sentit le regard d'Éléonore croiser le sien avec une intensité qui lui glaça le sang. Les lèvres de la vieille dame bougèrent à peine, mais Christelle les lut distinctement. « Aidez-moi », le cœur de la jeune serveuse battit à tout rompre. En face, une femme d'une trentaine d'années blonde magnifique, couverte de diamants, faisait défiler son téléphone d'un air ennuyé. Victoire Montreuil, d'après la réservation, la belle-fille d'Éléonore, si Christelle se souvenait bien des pages mondaines. « Tout se passe bien, madame Montreuil ?» demanda Christelle d'une voix posée, malgré le tumulte en elle. « Parfait », répondit Victoire sans lever les yeux d'un ton sec. « Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'addition, en revanche. » La main d'Éléonore bougea subtilement. En réajustant sa serviette, elle laissa entrevoir davantage les marques violacées sur son poignet. Puis elle fit quelque chose d'extraordinaire. D'un geste volontaire, elle renversa son verre d'eau, inondant la nappe blanche. « Maman !» s'exclama Victoire d'une voix tranchante qui fit se taire la salle. « Bon sang, même un dîner simple est-il trop compliqué pour vous? »« Je suis tellement désolée, » balbutia Éléonore, le visage rougi d'une honte que Christelle reconnut, celle répétée de l'humiliation apprise. « Laissez-moi vous aider, » intervint Christelle, se penchant pour éponger l'eau. En se rapprochant, Éléonore glissa quelque chose dans sa paume, une serviette pliée. Christelle la serra discrètement. Des années de présentation d'entreprise lui avaient appris à cacher son trouble. 3 minutes plus tard, dans les toilettes, elle déplia la serviette d'une main tremblante. 3 mots écrits d'une écriture élégante. « Elle me fait mal. » Christelle n'hésita pas. Elle sortit son téléphone et composa le 17. « Je voudrais signaler un cas possible de maltraitance sur personne âgée au jardin de verre 47, rue du Faubourg Saint-Honoré. Il y a ici une femme d'environ 70 ans avec des ecchymoses visibles. Elle m'a passé un mot pour demander de l'aide. Sa compagne est agressive et dominante. » En moins d'un quart d'heure, 2 officiers de la police nationale entrèrent dans le restaurant. Depuis le poste des serveurs, Christelle observa leur approche vers la table 7. Le visage de Victoire passa de l'ennui à l'indignation, puis à une panique mal contenue. « C'est absurde », lança-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Ma belle-mère est sénile, elle est confuse. »« Madame, nous devons parler à Madame Montreuil en privé », dit fermement l'agente. Christelle vit les épaules d'Éléonore se redresser, et dans ses yeux pâles brilla un éclair d'espoir. La vieille dame se leva lentement. En passant devant Christelle, elle murmura sans un son. « Merci. »« Vous » siffla Victoire. Le regard fixé sur Christelle comme un missile. « C'est vous qui avez fait ça. Vous savez qui nous sommes. Vous savez qui est mon mari. »« J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, » répondit calmement Christelle, soutenant sans ciller le regard furieux. « C'est tout ce qui compte. »
Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre misérable vie, cracha Victoire, le visage déformé par la rage. Mon mari possède la moitié de cette ville. Quand il apprendra... Quand j'apprendrai quoi? La voix venait de derrière Christelle, profonde, ferme, coupante comme une lame. Elle se retourna et vit un homme en costume charbon, Montreuil and Fils, les cheveux bruns, légèrement ébouriffés, comme s'il s'était passé les mains dedans. Grand, imposant, il attira tous les regards du restaurant. Mais ce furent ses yeux gris, comme un orage d'hiver, qui frappèrent Christelle. Ils étaient fixés sur sa femme, d'une expression telle que le masque assuré de Victoire se fissura. « Alexandre !» s'exclama-t-elle d'une voix soudain douce, artificielle. « Mon chéri, c'est un affreux malentendu. La police est ici, et cette serveuse, où était ma mère? » Les mots d'Alexandre Montreuil tranchèrent dans la voix mielleuse de sa femme, comme la lame d'un couteau. « Elle parle avec les officiers, » répondit Christelle, avant même que Victoire n'ait le temps de tisser un nouveau mensonge. Madame Montreuil a demandé de l'aide. Elle avait des bleus et m'a remis un mot. Le regard d'Alexandre se tourna vers elle, et Christelle sentit le poids entier de son attention. Pendant un instant, il la vit vraiment, non pas comme ses clients riches qui regardent sans voir, mais comme une personne. Quelque chose passa dans son expression. Était-ce la reconnaissance de son courage, de sa détermination, ou simplement le fait qu'il voyait enfin un être humain et non une partie du décor du restaurant? « Montrez-moi », dit-il d'une voix qui n'admettait pas de refus. Christelle sortit la serviette de la poche de son tablier et la lui tendit. Elle observa son visage pendant qu'il lisait, les 3 mots vit la couleur quitter ses traits. Sa mâchoire se contractait si fort qu'un muscle tressaillit sous la peau. « Alexandre, elle est confuse, » tenta Victoire d'une voix soudain suppliante. « Tu sais comme elle oublie les choses. Depuis combien de temps? » Sa voix était maintenant d'un calme glacial, ses yeux rivés sur la serviette. « Depuis combien de temps fais-tu du mal à ma mère? » Le silence tomba sur leur section du restaurant lourd total. Christelle entendait battre son propre cœur, sentait la tension irradier d'Alexandre, comme la chaleur d'une fournaise. « Je veux divorcer, » dit-il enfin d'une voix basse, mais parfaitement claire. « Et je veux que tu quittes la maison de ma mère ce soir. La sécurité t'accompagnera. » Le masque de Victoire se brisa net. « Tu ne peux pas être sérieux pour les délires d'une vieille femme sénile et l'ingérence d'une serveuse insignifiante. » « Son nom est sur son badge, » répliqua Alexandre, son regard glissant vers Christelle. « Christelle Valois. Et grâce à son courage, tu ne feras plus jamais de mal à ma mère. » Il sortit son téléphone, tapa rapidement quelques mots. « Mes avocats te contacteront demain matin. N'essaie pas d'accéder à nos comptes communs, ils sont déjà gelés. »« Tu vas le regretter, » siffla Victoire en attrapant son sac Hermès. « Je vais tout te prendre, je te détruirai au tribunal. »« Essaie, » répondit-il simplement d'un ton si chargé de menaces que Victoire recula d'un pas. « Tu as levé la main sur ma mère. Ton contrat de mariage contient une clause sur les violences postfamiliales. Tu auras de la chance si je ne poursuis pas au pénal. » Christelle regarda Victoire quitter la salle sous une pluie de murmures et de regards choqués. Alexandre resta immobile un long moment, la serviette toujours serrée dans sa main. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son expression s'était adoucie, mais ses yeux restaient pleins d'émotions indéchiffrables. « Merci, » dit-il simplement. « Vous lui avez sauvé la vie peut-être. » « N'importe qui aurait, » commença Christelle, mais il secoua la tête. « La plupart auraient détourné les yeux, jugé que ce n'était pas leur affaire, ou auraient eu peur des conséquences. Vous non, leurs regards se croisèrent intenses. « Votre mère avait besoin d'aide, » répondit Christelle mal à l'aise sous cette intensité. C'était la chose juste à faire. La chose juste,
répéta-t-il, un léger sourire fantôme effleurant ses lèvres. Quand avez-vous rencontré, pour la dernière fois, quelqu'un dans mon monde qui fasse la chose juste sans calculer le prix? Avant qu'elle ne puisse répondre, l'agente de police s'approcha. « Monsieur Montreuil, votre mère souhaiterait vous parler, et nous aurons besoin d'une déposition de vous. Aussi, mademoiselle Valois. » Alexandre suivit l'agente, puis s'arrêta se retournant vers Christelle. « Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser, mais j'aimerais essayer. À quelle heure terminez-vous votre service? » Le sourire professionnel de Christelle réapparut celui qu'elle utilisait pour garder le monde à distance. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Montreuil. Je suis simplement heureuse que votre mère soit en sécurité. »« Christelle, » dit-il, en prononçant son prénom, avec une douceur qui fit battre son cœur un peu trop vite. « S'il vous plaît, c'est le minimum que je puisse faire. »« Je finis à 23 heures. » entendit-elle répondre, avant même de s'en rendre compte, le regrettant aussitôt. Cet homme était Alexandre Montreuil, milliardaire PDG, totalement hors de sa portée. Le monde auquel elle avait appartenu jadis se trouvait à des années et à des fautes de distance. « Je vous attendrai, » dit-il simplement, et dans sa voix, cela sonnait moins comme de la gratitude que comme une promesse. Tandis qu'il s'éloignait pour rejoindre sa mère, les mains de Christelle tremblaient légèrement en nettoyant la table 7. 3 ans qu'elle essayait d'être invisible, d'oublier la cadre dirigeante qu'elle avait été de survivre aux décombres de sa vie. Et voilà qu'un seul acte de courage venait d'attirer sur elle l'attention de l'un des hommes les plus puissants de Paris. La serviette portant la supplique d'Éléonore restait là sur la table. Christelle la ramassa délicatement, l'écriture élégante, lui rappelant que même dans les lieux les plus raffinés, parmi les familles les plus riches des gens, pouvait encore souffrir en silence, tout comme elle l'avait fait autrefois. Son téléphone vibra dans sa poche, un message de son responsable. « Quoi qu'il se soit passé avec les Montreuil, tu as géré la situation de manière exemplaire. » Si seulement son responsable savait que gérer des affaires de plusieurs milliards avait autrefois été la spécialité de Christelle Valois. Que la simple serveuse, méprisée par Victoire Montreuil, avait déjà conclu une fusion de 20 millions d'euros pour une grande entreprise du CAC 40. Qu'elle avait tout perdu 3 ans plus tôt, lorsque son fiancé et associé l'avaient trahi lui volant ses clients et la laissant professionnellement anéantie. Mais Alexandre Montreuil ne savait rien de tout cela. Pour lui, elle n'était qu'une serveuse courageuse qui avait aidé sa mère. Et peut-être songea Christelle, en croisant son reflet dans le miroir orné du restaurant, que c'était exactement ce qu'elle devait être, du moins jusqu'à 23 heures, moment où elle devrait décider si elle oserait affronter cet homme dont la gratitude ressemblait dangereusement à autre chose. Quelque chose qui la terrifiait, bien plus qu'une confrontation avec son épouse vindicative. Christelle quitta le jardin de fer à 23h17, les pieds douloureux, et le tablier soigneusement plié dans son sac en toile. L'air d'octobre mordait à travers sa veste trop fine lorsqu'elle sortit sur le trottoir, s'attendant à trouver la rue déserte, hormis quelques voitures et les bruits lointains de la vie nocturne parisienne. À la place, elle aperçut Alexandre Montreuil, appuyé contre une élégante Mercedes noire, la cravate desserrée et la veste sur le bras malgré le froid. Il se redressa en la voyant, et le cœur de Christelle fit ce battement traître qu'elle aurait voulu ignorer. « Vous avez attendu, » dit-elle en s'arrêtant à quelques pas de lui. « J'ai dit que je le ferais. » Ses yeux gris la détaillaient avec une intensité qui la fit à la fois vouloir s'approcher et fuir. Ma mère est installée dans mon appartement avec une infirmière privée. Elle est meurtrie bouleversée, mais en sécurité grâce à vous. Je suis heureuse qu'elle aille bien, répondit Christelle prudemment. Monsieur Montreuil, j'apprécie votre attente, mais ce n'est vraiment pas... Alexandre, la coupa-t-il en avançant d'un pas.
Elle sentit le parfum discret de son eau de Cologne. Quelque chose de raffiné qui devait coûter plus qu'1 mois de son loyer. « Et c'est vraiment nécessaire », ajouta-t-il. « Vous avez risqué votre emploi, peut-être même votre sécurité, pour aider une inconnue. Ce genre de courage mérite plus qu'une poignée de main et un simple merci. » « Je n'ai pas l'habitude d'accepter des remerciements nocturnes de la part de milliardaires, » répondit Christelle, son esprit vif reprenant le dessus malgré elle. « Ce n'est pas dans le règlement du personnel. » Un vrai sourire transforma le visage d'Alexandre, le rendant plus jeune, moins intimidant. « Alors, considérez cela comme une consultation officieuse. Vous avez faim. »« Il est presque minuit, » fit-elle remarquer, tandis que son estomac trahissait sa nervosité par un grondement discret. Elle n'avait pas eu le courage de manger après l'incident. « Paris ne dort jamais, et moi non plus, » répondit-il en désignant la voiture. « Da. Il y a un bistrot ouvert toute la nuit, le comptoir de minuit qui fait le meilleur pain perdu de la ville. Et je vous promets que je ne suis pas un tueur en série. » « C'est exactement ce qu'un tueur en série dirait, » répliqua Christelle, mais un sourire vint malgré elle, touché. Alexandre sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis lui montra l'écran. Vérification de casier, registre public, même mes déclarations fiscales des 5 dernières années. Tout est consultable en ligne si vous voulez vérifier. Je ne vais pas vous assassiner pour des crêpes. Christelle éclata de rire, un vrai rire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Vous avez enquêté sur vous-même pour prouver que vous n'êtes pas dangereux. J'ai seulement vérifié ce que vous pourriez vérifier sur moi, corrigea-t-il. Même si je l'avoue, Alexandre Montreuil PDG produit déjà pas mal de résultats. Je suis ennuyeusement légitime, et modeste aussi. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Pas tellement, dit-elle, et vit son sourire s'élargir. Peut-être pas, concéda-t-il, mais je suis sincèrement reconnaissant et réellement désireux de remercier la femme qui a sauvé ma mère. Il s'interrompit, son regard se faisant plus grave. Vous êtes la première, depuis longtemps, à me regarder comme un homme, pas comme un portefeuille. Il y avait dans cette phrase une solitude si authentique que les défenses de Christelle se fissurèrent. Elle connaissait ce sentiment, celui d'être vue seulement à travers son pire échec plutôt que pour la personne qu'on est vraiment. 1 heure, dit-elle enfin. Du pain perdu et une conversation. Ensuite, je dois attraper le dernier métro. Marché conclu. Alexandre ouvrit la portière passager avec une galanterie naturelle non feinte. Et je vous raccompagnerai ensuite. Les métros ne sont pas sûrs à cette heure. Vous ne savez même pas où j'habite. Alors dites-le-moi, et je m'assurerai que vous rentriez en sécurité. Christelle s'installa sur le siège en cuir, consciente du luxe. La chaleur douce, l'habitacle impeccable, le tableau de bord au reflet futuriste. C'était un monde qu'elle avait connu jadis, avant que tout ne s'effondre. « Attachez votre ceinture », dit Alexandre en démarrant. « Je conduis mieux que je ne fais des recherches sur moi-même. » Le comptoir de minuit était exactement comme il l'avait décrit, simple accueillant, et servant le meilleur pain perdu que Christelle ait goûté depuis des années. Ils s'assirent dans une banquette d'angle, à l'écart des rares clients attardés, et Christelle Valois se surprit à se détendre, malgré chaque instinct qui lui criait de garder ses distances. « Alors, » dit Alexandre Montreuil, en versant avec précision le sirop sur ses pancakes, « comment une femme, avec vos capacités d'observation et votre sang-froid, se retrouve-t-elle à travailler au jardin de verre? » La méfiance de Christelle se redressa aussitôt. « C'est un bon restaurant. Les pourboires sont corrects. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » répondit-il calmement, ses yeux gris fixés dans les siens. « Vous vous déplacez avec l'assurance de quelqu'un habitué à la pression.
Votre réaction au signal de ma mère était professionnelle efficace. Et la façon dont vous avez parlé à la police trahissait un vocabulaire juridique ou d'entreprise. Vous avez remarqué tout ça en une seule soirée, demanda Christelle d'une voix faussement légère, serrant pourtant sa tasse de café à deux mains. Je remarque les choses, dit simplement Alexandre. C'est ce qui a fait mon succès. Lire les gens, repérer les schémas, comprendre ce qui se cache sous la surface. Il fit une pause. Vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Christelle voulut nier puis s'interrompit. Mentir semblait inutile devant un homme qui voyait si clair à travers ses défenses. Très bien. Oui, j'étais autrefois cadre en communication dans une entreprise technologique. Il y a 5 ans, je concluais des contrats à plusieurs millions et je portais des tailleurs qui valaient le plus qu'un mois de salaire aujourd'hui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. La question fit remonter en elle la vieille douleur amère acide. « Ce qui arrive toujours dans ce genre d'histoire, dit-elle amèrement. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Mon fiancé et associé David. Nous devions fonder notre propre agence. À la place, il a volé ma liste de clients, les a convaincus que j'étais instable et a lancé l'entreprise avec sa nouvelle compagne, mon assistante. La mâchoire d'Alexandre se contracta. Il a détruit votre réputation. Complètement. Christelle soutint son regard. Quand j'ai compris, il était trop tard. J'avais tout perdu, client, crédibilité, économie. Le milieu a cru sa version que j'avais fait un burn-out, que j'étais instable. Personne ne voulait plus m'embaucher. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai disparu. Elle prit une gorgée de café. J'ai trouvé du travail dans le service, là où personne ne pose de questions. Où je peux payer mon loyer et manger. C'est un travail honnête, Alexandre. Je n'en ai pas honte. Et vous ne devriez pas, répondit-il aussitôt. Mais vous êtes clairement surqualifié. Pourquoi ne pas recommencer et retourner dans le monde de l'entreprise? Christelle rit un rire amer. Avec quelle référence? Quel diplôme David a fait en sorte que quiconque tape mon nom sur Internet tombe sur des articles soigneusement semés, instabilité, faute professionnelle. Je suis sur liste noire. Ou plutôt, vous l'étiez, rectifia Alexandre en se penchant légèrement. Avant ce soir. Que voulez-vous dire? Vous avez sauvé la vie d'Éléonore Montreuil, répondit-il doucement. Ce n'est pas rien, Christelle. Ma mère est aimée dans les cercles sociaux parisiens. Quand cette histoire sera connue, et elle le sera, on vous verra comme une héroïne, une femme d'intégrité, de courage et de sang-froid. Ou comme une fouineuse qui s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas, répliqua Christelle. Votre femme, pardon, votre future ex-femme, m'a clairement fait comprendre qu'elle me le ferait payer. Victoire n'a plus aucun pouvoir, dit Alexandre d'un ton ferme. Et même si elle en avait encore, elle ne vous touchera pas. Je m'en assurerai. Pourquoi? Demanda Christelle franchement. Pourquoi vous en souciez-vous autant? J'ai fait ce qu'il fallait. Oui, mais c'était votre mère. Votre gratitude me suffit. Je n'ai pas besoin d'une réhabilitation professionnelle. Alexandre resta silencieux un long moment, les doigts tambourinant doucement sur la table. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, dit-il enfin. Crise cardiaque. Il a laissé à ma mère l'entreprise, les domaines, et un fils de 8 ans à élever. Elle aurait pu tout vendre, vivre du capital. Mais elle a choisi de me former. Elle m'a appris les affaires, l'éthique, la responsabilité. Elle a fait de moi l'homme que je suis. Sa voix se troubla. Et j'étais tellement occupé à bâtir des empires que je n'ai pas vu que ma propre femme la maltraitait. J'étais aveugle, Christelle. Volontairement, aveugle parce qu'admettre la vérité aurait signifié reconnaître que mon mariage était un désastre, que j'avais préféré le pouvoir et le prestige à une relation sincère. Ce n'est pas votre faute, dit doucement Christelle. Les abuseurs savent cacher leurs actes.
Votre femme a manipulé tout le monde. Peut-être, répondit-il les yeux assombris par la culpabilité. Mais vous avez vu ce que j'ai manqué. Une étrangère a remarqué ce que son propre fils ignorait. Ce genre de perception, cette empathie-là, c'est rare, surtout dans mon milieu. Votre milieu, répéta Christelle. Le monde auquel j'appartiens, dit-il avec un sourire amer. Le monde auquel j'appartenais, corrigea-t-elle doucement, avant ma chute. Ou avant votre libération, dit Alexandre. Tout dépend du point de vue. Christelle l'observa à travers la lumière crue du bistrot, sans ses attributs de richesse ou de pouvoir. Alexandre Montreuil paraissait presque vulnérable, son masque de PDG enfin tombé. Elle reconnut cette expression, c'était la même qu'elle voyait dans le miroir. Les mauvais jours, celle de quelqu'un qui a tout ce que la société valorise et qui se sent pourtant vide. « Vous êtes seule », dit Christelle Valois, avant même de pouvoir s'en empêcher. Les yeux d'Alexandre Montreuil s'écarquillèrent légèrement. C'est direct. J'ai tort. Non. Il eut un sourire sans joie. Vous n'avez pas tort. Le succès, la richesse, le pouvoir. Ce sont des isolants parfaits contre les vraies connexions humaines. Tout le monde veut quelque chose de vous. Chaque conversation devient une négociation, chaque relation une transaction. Sauf ce soir, dit Christelle. Sauf ce soir, confirma-t-il. Vous êtes la première personne depuis des années à m'avoir rencontré autrement que par intérêt professionnel ou mondain. Vous m'avez vu comme le fils de ma mère, comme un être humain, pas comme un portefeuille. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, devant le restaurant, remarqua-t-elle. Parce que c'est vrai, répondit-il simplement. Il tendit la main au-dessus de la table, puis s'arrêta la paume suspendue entre eux. C'est fou de penser que je peux vraiment vous parler, que vous me voyez moi, et pas seulement Alexandre Montreuil, PDG. Le cœur de Christelle s'emballa. C'était un terrain dangereux, celui de la confiance, de la vulnérabilité, du risque d'être trahi. Elle en connaissait déjà le prix. Pourtant, en voyant la sincère solitude dans ses yeux, en sentant cette étrange connexion entre eux, elle hocha lentement la tête. « Ce n'est pas fou, » murmura-t-elle. « Je vous vois, Alexandre, et je crois que vous me voyez aussi. » Sa main acheva son mouvement, ses doigts effleurant les siens. Le contact fit naître une décharge électrique, à la fois chaude et terrifiante. « Je vous vois, » dit-il doucement, « et j'aimerais voir davantage si vous me le permettez. » Christelle aurait dû retirer sa main, se souvenir de la trahison de David, se rappeler que les hommes puissants sont dangereux, qu'elle avait juré de ne plus jamais faire confiance. Mais le toucher d'Alexandre était différent, ferme, authentique, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « C'est compliqué, » parvint-elle à dire. « Vous êtes en plein divorce. Je suis la serveuse de votre mère. Il y a, disons, 17 déséquilibres de pouvoir entre nous. 18 selon moi, répondit-il avec un léger sourire. Et vous avez raison. C'est compliqué et probablement peu raisonnable. Mais, Christelle... Son pouce traça un cercle lent sur ses phalanges. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois quelque chose de vrai? Quelque chose qui ne soit pas de la peur, de la douleur ou de la survie. Il y a 3 ans, admit-elle à voix basse, juste avant que David ne détruise tout. Alors peut-être, dit Alexandre avec précaution, que nous méritons tous les deux quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête. Pas de jeu, pas de manipulation, juste 2 personnes qui se voient vraiment. Et si ça tourne mal? Demanda Christelle. Si vous êtes un autre David, une autre trahison. J'ai mis 3 ans à me reconstruire. Je ne suis pas sûr de pouvoir survivre à une autre destruction. Je ne peux pas vous promettre de ne jamais vous blesser, répondit Alexandre avec franchise. Je suis humain imparfait et visiblement incapable de reconnaître la toxicité dans ma propre vie. Mais je peux vous promettre une chose.
Je ne vous mentirai jamais. Je ne vous manipulerai jamais, et je ne vous ferai jamais douter de votre propre réalité comme il l'a fait. » Les yeux de Christelle se remplirent de larmes. « C'est exactement ce qu'il a fait, » murmura-t-elle. « Il m'a fait douter de moi, de mes perceptions, de ma valeur, de ma raison. » « C'était un lâche, » dit Alexandre avec une colère contenue. « Un homme incapable d'affronter sa propre médiocrité. Vous êtes brillante, compétente, bien plus forte qu'il ne le sera jamais. Le simple fait que vous ayez survécu à ce qu'il vous a fait, que vous ayez reconstruit votre vie à partir de rien, demande un courage qu'il ne possédera jamais. »« Vous ne me connaissez même pas, » protesta-t-elle faiblement. « Je sais que vous avez sauvé ma mère sans hésitation, que vous avez tenu tête à Victoire sans aucune protection, que vous travaillez dans un emploi où vous valez 10 fois plus avec dignité et grâce. Et je sais... » Il s'interrompit, son regard gris, fouillant le sien. « Je sais que j'aimerais vous connaître davantage si vous m'en laissez la chance. » Les néons du bistrot bourdonnaient doucement au-dessus d'eux. Quelque part, un routier commandait un autre café. Le monde continuait indifférent au moment qui se formait entre eux. Christelle inspira profondément. « Un rendez-vous, » dit-elle enfin. « Un vrai, pas un merci à minuit. Si vous voulez encore me connaître après que votre divorce sera devenu public et que votre milieu vous jugera pour vous être intéressé à une serveuse, alors on verra. » « Marché conclu, » répondit Alexandre, son sourire sincère illuminant son visage. « Mais je dois vous prévenir, le jugement de mon monde ne vaut plus rien pour moi. Plus maintenant. »« On verra, » répéta Christelle, mais elle souriait aussi, alors qu'ils terminaient leur pain perdu et que la conversation glissait vers des sujets plus légers, leurs livres préférés, les pires films, les meilleurs petits restaurants cachés de Paris. Christelle sentit quelque chose se réveiller doucement en elle. L'espoir, fragile, timide, mais bien réel. Peut-être que le courage, pensa-t-elle, ne consistait pas seulement à sauver les autres. Peut-être s'agissait-il aussi d'accepter d'être sauvé, de prendre des risques, même après avoir été blessé, de choisir à nouveau la confiance, malgré toutes les raisons de s'en méfier. Alexandre Montreuil la ramena chez elle, jusqu'à son modeste appartement de Montparnasse, et la raccompagna jusqu'à la porte comme un gentleman d'une autre époque. « Merci, » dit Christelle Valois sur le seuil. « Pour le dîner, pour m'avoir écouté, pour m'avoir vu. »« Non, merci à vous, » répondit Alexandre doucement, « de m'avoir rappelé ce que ressent une vraie connexion humaine. » Il hésita un instant. Christelle ne répondait pas tout de suite, mais réfléchissait à quelque chose. « Mon entreprise pourrait avoir besoin d'une personne comme vous. Quelqu'un avec votre expérience en marketing, votre intégrité, votre courage. Quelqu'un capable de voir au-delà des apparences pour discerner la vérité. » La respiration de Christelle se suspendit. « Alexandre, je ne peux pas. »« Ne répondez pas maintenant, » reprit-il avec douceur. « Réfléchissez simplement. Vous avez des compétences dont cette ville a besoin. Et peu importe ce qui se passe entre nous sur le plan personnel, vous méritez une chance de reprendre votre vie professionnelle. » Il la laissa là debout sur le pas de la porte, l'esprit envahi à parts égales de peur et de possibilités. Tandis que les feux arrière de la Mercedes s'éloignaient dans la nuit parisienne, Christelle porta la main à ses lèvres, se souvenant de la chaleur de sa main sur la sienne. À l'intérieur de son petit appartement, elle trouva un message sur son téléphone. « Demain, si vous êtes d'accord, dînez quelque part d'un peu plus élégant que le comptoir de minuit. Je promets de ne remarquer que la moitié de vos qualités extraordinaires, au lieu de toutes. » Christelle sourit et tapa sa réponse « Demain. Mais c'est moi qui choisis le restaurant. Si on fait ça, vous allez apprendre comment les gens normaux sortent ensemble. » La réponse d'Alexandre arriva presque aussitôt. « J'ai hâte. Dormez bien, Christelle. Vous le méritez. » Pour la première fois depuis 3 ans, elle pensa qu'elle pouvait peut-être le croire.
Elle choisit le restaurant avec soin, pas trop décontracté pour ne pas paraître négligente, ni trop luxueux pour qu'il ne se sente obligé de jouer les PDG. Un petit restaurant italien du Marais lui sembla être le juste milieu authentique, intime et abordable pour des êtres humains ordinaires plutôt que pour des milliardaires. Elle arriva la première vêtue d'une simple robe bleu marine, achetée à l'époque de sa carrière dans la communication, et par miracle encore, à sa taille. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle aperçut Alexandre à travers la vitre, vêtu d'un jean sombre et d'un pull en cachemire, probablement plus cher que sa robe, mais qui le faisait paraître étonnamment simple. « Vous êtes magnifique », dit-il en la rejoignant, et la sincérité de sa voix la fit rougir. « Vous n'êtes pas mal non plus », répondit Christelle en souriant avant de désigner la salle. « Cela vous convient? Je sais que ce n'est pas le jardin de verre. »« C'est parfait, » répondit-il avec chaleur, même si je dois avouer que j'ai regardé les avis. 4-8 étoiles, excellent choix. Vous avez enquêté sur notre rendez-vous, demanda-t-elle en riant. Je fais des recherches sur tout, admit-il avec une gêne amusée. Des formations professionnelles. Mon assistante pense que je suis paranoïaque. Ils s'installèrent et Christelle se détendit peu à peu, portée par la fluidité naturelle de la conversation. Alexandre semblait différent, loin de la tension de la veille plus drôle. Plus modeste, sincèrement attentif à ses opinions sur tout de la littérature à la politique en passant par la vie parisienne. Entre deux bouchées d'antipasti, Christelle demanda « Parlez-moi du groupe Montreuil Technologies. Que fait exactement un PDG de conglomérat technologique toute la journée? » « Principalement, je déçois beaucoup de gens par mes décisions, » répondit-il avec un humour sec. Nous développons des solutions d'intelligence artificielle pour la santé, la logistique, la finance. Je passe mes matinées en réunion à expliquer pourquoi on ne peut pas augmenter les marges de 15% mes après-midi, à rappeler que l'éthique compte plus que les rendements trimestriels, et mes soirées à me demander pourquoi j'ai choisi cette vie. Vous auriez pu vendre l'entreprise, fit remarquer Christelle. Vivre de vos bénéfices, voyager, recommencer autre chose. C'est l'héritage de ma mère, dit-il plus doucement. Mon père a bâti cette société à partir de rien. Ma mère l'a maintenue en vie après sa mort. L'abandonner serait comme les trahir tous les deux. Christelle hocha lentement la tête. Elle comprenait cette pression-là, celle du devoir, de la fidélité à une mémoire. « Et vous, demanda-t-elle, si vous pouviez faire ce que vous vouliez, qu'aimeriez-vous vraiment ?» Alexandre resta silencieux un long moment. « Honnêtement, j'aimerais réduire de 70% les activités du groupe et me concentrer sur des projets qui ont un vrai sens. De l'intelligence artificielle médicale pour les hôpitaux publics, des solutions logistiques pour réduire les émissions de carbone de la technologie qui aide les gens au lieu de seulement générer du profit. » « Pourquoi ne pas le faire ?» demanda Christelle. « Le conseil d'administration, les actionnaires. » Il eut un sourire amer. Victoire voulait des stratégies de profit plus agressives. Elle a convaincu la moitié du conseil que j'étais naïf sur le capitalisme. Il soupira. Il s'avère que mon épouse maîtrisait bien mieux la manipulation d'entreprise que je ne voulais l'admettre. « Votre future ex-épouse, » corrigea doucement Christelle. « Oui, » dit-il, son regard s'assombrissant. « Les papiers du divorce ont été déposés ce matin. Mon avocat pense qu'elle va se battre, prétendant qu'Éléonore est confuse. Mais cette fois, nous avons des preuves. La police a tout documenté et le médecin de ma mère a confirmé que les blessures correspondaient bien à des violences, » expliqua Alexandre Montreuil. « Comment va-t-elle » demanda Christelle Valois. Effrayée, fragile, mais aussi soulagée, je crois. Comme si elle avait retenu son souffle pendant des mois et qu'elle pouvait enfin respirer. Le regard gris d'Alexandre croisa le sien. « Elle a demandé après vous, » ajouta-t-il doucement.
Elle voulait savoir qui était cette jeune femme courageuse qui l'a sauvée. La gorge de Christelle se serra. « Je n'ai fait que ce que tout le monde devrait faire. » « Mais la plupart des gens ne le font pas, » répondit Alexandre dans un murmure. « C'est ce qui vous rend exceptionnel, que vous le vouliez ou non. » Leurs plats principaux arrivèrent, et la conversation dériva vers des sujets plus légers. Pourtant, Christelle ne parvenait pas à se défaire de cette impression, quelque chose se construisait entre eux. Quelque chose d'à la fois inévitable et terrifiant. « Je peux vous poser une question personnelle ?» demanda Alexandre alors qu'ils partageaient un tiramisu. « Définissez personnel » répondit Christelle en se méfiant. « Quand votre ex vous a trahi, qu'il a détruit votre carrière, avez-vous pensé à vous venger, à vous remettre à égalité ?» Christelle réfléchit longuement. « Tous les jours pendant la première année, » admit-elle. J'avais des fantasmes où je l'exposais, où je le ruinais comme il m'avait ruiné. Mais ensuite, j'ai compris que la vengeance m'obligerait à rester lié à lui, à le garder dans ma vie. Et que la meilleure vengeance possible, c'était de survivre, de me reconstruire, de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais détruire. C'est remarquablement mature, dit Alexandre, ou remarquablement lâche, répondit-elle avec un sourire triste. Certains jours, je ne sais pas trop. Non, c'est du courage, affirma-t-il. La vengeance est facile. Ce qui demande de la force, c'est de lâcher prise et d'avancer. Ils prenaient encore leur café lorsque le téléphone de Christelle vibra frénétiquement. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit le sang se retirer de son visage. « Christelle, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Alexandre en se penchant vers elle inquiet. Elle fixait le message les mains tremblantes. « C'est de David, mon ex. Qu'est-ce qu'il dit ?» La voix de Christelle n'était qu'un souffle lorsqu'elle lut. « J'ai vu ton nom dans les actualités à propos de l'affaire Montreuil. Intéressant la compagnie que tu tiens. On devrait parler de ton avenir avant que tu ne fasses d'autres erreurs. D. » « Comment ?» balbutia-t-elle. « Comment a-t-il encore mon numéro ?»« J'en ai changé. J'ai disparu. » Le visage d'Alexandre se durcit. « Il te surveille. Il a probablement mis une alerte sur ton nom. »« Mon Dieu !» murmura Christelle, l'angoisse montant. « S'il est au courant pour hier soir, pour Éléonore, pour vous, il va s'en servir. Il va tout déformer, me détruire à nouveau, me faire passer pour une opportuniste. » Alexandre posa fermement sa main sur la sienne. « Regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui. « Ce David est un lâche, » dit-il avec calme. « Il ne contrôle qu'en utilisant la peur et la manipulation. Le fait qu'il te recontacte prouve qu'il se sent menacé par ton courage, ta résilience, ton retour dans la lumière. Ou alors, il va me détruire encore une fois, souffla-t-elle. « Pas cette fois, » répondit Alexandre d'une voix ferme absolue. « Parce que cette fois, tu n'es pas seul. Tu m'as moi, mes ressources, mes avocats, et surtout, tu as la preuve de ton intégrité à travers tes actions. L'affaire Victoire va attirer sur toi une attention positive. Tu es une héroïne, Christelle, et ça, il ne pourra pas le manipuler. »« Vous ne connaissez pas David, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il est brillant pour retourner les situations, pour faire douter les gens de leur propre réalité. » « Alors, on documente tout, » répondit Alexandre calmement. « Fais une capture d'écran du message. Ne réponds pas. S'il te recontacte, on demandera une ordonnance d'éloignement s'il le faut. » Il serra un peu plus sa main. « Et Christelle, je le pense sincèrement, tu mérites de reprendre ta carrière, ta vie. Si tu es prête, je peux t'aider. »« J'ai peur, » avoua-t-elle, détestant la fragilité de sa voix. « Je sais, » dit-il doucement. « Mais tu as sauvé ma mère alors que tu avais peur. Tu as tenu tête à Victoire alors que tu avais peur. Tu es ici avec moi malgré la peur. La peur ne te rend pas faible,
elle rend ton courage encore plus admirable. Le téléphone de Christelle vibra de nouveau. Un autre message de David. Le silence est intéressant. Monsieur Montreuil surveille-t-il déjà tes communications? Classique comportement de contrôle. Certaines habitudes ne changent pas. Il essaie d'empoisonner ta perception de moi, dit Alexandre immédiatement, lisant le message par-dessus son épaule. Il veut te faire douter de tout ça de nous avant même que ça ne commence. Et ça marche, demanda Christelle, cherchant son regard. Pas le moins du monde, répondit-il d'une voix ferme. Je ne suis pas David. Il la regarda droit dans les yeux. Christelle, je ne vais pas t'isoler, ni te contrôler, ni te manipuler. Mais je comprends si tu as besoin de temps pour le croire. Christelle prit une profonde inspiration, une décision naissant dans sa poitrine, celle qui ressemblait à un saut dans le vide. « Je veux vous faire confiance, » dit-elle doucement. « Mais vous devez comprendre que si tout ça tourne mal, si vous êtes un autre David, je ne m'en remettrai pas. Je n'ai plus la force d'une autre reconstruction. » « Alors, je ne te briserai pas, » dit simplement Alexandre Montreuil. « Et si jamais je fais quelque chose qui te blesse, je veux que tu me le dises immédiatement. Pas de souffrance en silence, pas de supposition hâtive. Juste une communication honnête. »« D'accord, d'accord, » répondit Christelle Valois avec un sourire tremblant. « Mais je me réserve le droit de paniquer de temps en temps. » « La panique est autorisée, » dit Alexandre avec un léger sourire. « Tant que tu me laisses t'aider à redescendre après. » Ils quittèrent le restaurant ensemble et Alexandre insista pour la raccompagner à nouveau. Mais cette fois, lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble, il la suivit jusqu'à la porte de son appartement, plutôt que de la laisser au pied de la rue. « Merci, » dit Christelle doucement. Pour le dîner, pour la façon dont tu as géré l'affaire David, pour être toi. De rien. Il hésita un instant avant d'ajouter « Est-ce que tu aimerais rencontrer ma mère? Elle parle de toi sans arrêt. Je crois qu'elle aimerait te remercier en personne. » Le cœur de Christelle se serra. « J'en serais honoré. »« Demain déjeuner chez moi, » proposa-t-il. Je te promets que je cuisine mieux que je ne fais des recherches sur Internet. »« Tu cuisines ?» demanda Christelle sceptique. « 3 plats et 3 seulement, » admit-il avec un air faussement solennel. « Au-delà, c'est la catastrophe. Mais l'un d'eux, c'est le saumon, et maman adore ça. »« Demain alors ?» répondit Christelle. Alexandre s'approcha lentement, lui laissant tout le temps de se reculer s'il le voulait. Son baiser fut doux, hésitant, plus promesse que conquête. Les yeux de Christelle se fermèrent, tandis qu'elle y répondit, sentant cette dangereuse lueur d'espoir grandir dans sa poitrine. « Dors bien, » murmura Alexandre contre ses lèvres. « Toi aussi, » souffla-t-elle en retour. Une fois à l'intérieur, Christelle s'appuya contre la porte, les doigts effleurant encore ses lèvres. Son téléphone vibra un nouveau message de David. Mais cette fois, elle ne le lut pas. Elle bloqua son numéro, fit une capture d'écran de leur conversation, puis l'envoya à Alexandre avec un simple texte. Preuve enregistrée. Lâche, réduit au silence. À demain. La réponse arriva presque aussitôt. Fier de toi. Dors bien, fille courageuse. Cette nuit-là, Christelle rêva de restaurants italiens, d'yeux gris et de baisers au goût de tiramisu et de promesses. Pour la première fois depuis 3 ans, ses cauchemars restèrent loin. Mais ailleurs, dans un appartement luxueux du 16e arrondissement, David fixa son écran affichant contact bloqué et esquissa un sourire froid. Christelle, pensa-t-il, avait toujours été prévisible. Elle s'était réfugiée chez son protecteur milliardaire, exactement comme il l'avait anticipé. Et quand le moment viendrait, quand elle baisserait la garde, il frapperait. Certaines leçons, songea-t-il, demandaient à être répétées.
Et Christelle Valois avait toujours été une élève lente quand il s'agissait de confiance. Le lendemain, le penthouse d'Alexandre surplombait la Seine avec de hautes baies vitrées donnant sur la ville. L'endroit respirait une élégance minimaliste, lignes pures, tons neutres, œuvre d'art choisie avec soin, la richesse murmurée jamais criée. « Christelle, ma chère !» s'exclama Éléonore Montreuil en se levant du canapé crème. Elle bougeait lentement, mais avec une grâce incontestable. À 72 ans, elle avait l'allure d'une reine. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon parfait. J'étais si impatiente de vous rencontrer enfin comme il se doit. Christelle traversa la pièce et prit délicatement les mains qu'elle lui tendait, faisant attention aux ecchymoses encore visibles sur ses poignets. « Comment vous sentez-vous, Madame Montreuil ?»« Éléonore, je vous en prie. » Les yeux pâles de la vieille femme brillaient d'émotion. « Et je me sens reconnaissante, en sécurité. Grâce à votre courage, je peux respirer à nouveau. Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle fermement. Alexandre m'a prévenu que vous n'aimiez pas les compliments, mais vous allez devoir les supporter. Ce que vous avez fait est exceptionnel. » Alexandre entra à ce moment-là, un plateau à la main, avec 3 verres de thé glacé. « Maman répète ce discours depuis hier, plaisanta-t-il. Elle est bien décidée à te faire admettre à quel point tu es incroyable. »« C'est un complot, » répondit Christelle en riant. Ils s'installèrent autour de la table, et peu à peu, Christelle se laissa aller à une conversation fluide et détendue avec Éléonore. La vieille femme était vive drôle, et sincèrement curieuse de ses opinions, que ce soit sur l'architecture parisienne ou la politique actuelle. « Alexandre m'a dit que vous aviez travaillé dans le marketing d'entreprise, » dit Éléonore en goûtant au saumon parfaitement grillé. « Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ?» Le sourire de Christelle vacilla. Sous la table, Alexandre glissa sa main dans la sienne, en signe de soutien silencieux. « J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance, » répondit-elle doucement. « Mon associé est fiancé. Il a détruit ma réputation et volé ma carrière. » L'expression d'Éléonore se durcit. Les hommes qui brisent la vie des femmes par la manipulation professionnelle sont des lâches. J'en ai vu beaucoup pendant mes années à la tête du groupe Montreuil. Christelle leva les yeux sincèrement surprise. « Vous dirigiez l'entreprise. 15 ans après la mort de mon mari, » confirma Éléonore Montreuil, jusqu'à ce qu'Alexandre soit prêt à reprendre la direction. « Je sais ce que c'est d'être sous-estimé, écarté, saboté par ceux que votre compétence effraie. »« Comment avez-vous tenu le coup ?» demanda Christelle Valois d'une voix basse. « En refusant de disparaître, » répondit Éléonore avec une douceur ferme. « En documentant tout en construisant des alliances et en prouvant ma valeur par les résultats plutôt que par les discours. Et surtout, en ne laissant jamais le lâche me voir flancher. » Les larmes montèrent aux yeux de Christelle. « Moi, j'ai disparu. Je lui ai laissé la victoire. »« Non, » corrigea Éléonore doucement. « Tu as survécu. Ce n'est pas disparaître, c'est une retraite stratégique. »« Mais Christelle, ma chère, » ajouta-t-elle en se penchant légèrement vers elle, le regard perçant. « Il est temps d'arrêter de battre en retraite. Tu as des compétences dont cette ville a besoin. Tu as un courage que tu as prouvé. Et maintenant, tu as des alliés. Maman t'offre un emploi, » dit Alexandre avec un léger sourire. Elle y pense depuis hier. Pas un emploi, rectifia Éléonore. Une opportunité. Le groupe Montreuil a besoin d'une responsable pour la communication et les relations communautaires. Quelqu'un d'intègre, d'expérimenté en marketing et assez courageux pour nous dire quand nous agissons comme des idiots de l'entreprise. La respiration de Christelle se bloqua. « Éléonore, je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle d'un ton calme et pratique. « Tu es qualifiée, disponible
et tu mérites de reprendre ta vie professionnelle. Le salaire est compétitif, les avantages excellents, et tu relèveras directement de moi, pas d'Alexandre. Aucun conflit d'intérêts. Les gens vont croire que je profite d'Alexandre, protesta Christelle, que j'ai sauvé votre vie pour entrer dans l'entreprise. Éléonore haussa les épaules avec élégance. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, leurs opinions ne valent rien. Ce qui compte, c'est ton talent, et nous avons besoin de talent. Aussi simple que cela. Sous la table, Alexandre serra la main de Christelle. Aucune pression, dit-il doucement. Mais maman a raison. Tu mérites cette chance. Le téléphone de Christelle vibra soudain avec insistance. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son estomac se nouer. Numéro inconnu, mais le message ne laissait aucun doute. Nouveau numéro, même vérité. Les Montreuil ne pourront pas te protéger éternellement. Je sais des choses sur toi, Christelle. Des choses qui détruiraient ta jolie illusion. Appelle-moi ou j'appelle lui. D. Christelle. Alexandre avait remarqué son expression. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui tendit le téléphone sans un mot. Sa mâchoire se contracta en lisant le message, puis il le passa à Éléonore. « Ton ex, » dit cette dernière d'un ton sec. « Alexandre m'a parlé de lui. C'est du harcèlement. »« C'est juste David, » murmura Christelle, la voix tremblante. « Il sait toujours quoi dire pour réveiller mon angoisse. Il me menace de révéler quelque chose à Alexandre. Quelque chose qui... » « Qui quoi ?» demanda Alexandre calmement. « Qui détruirait notre relation? Qui me ferait te voir autrement? » Christelle, peu importe ce qu'il prétend savoir, je te garantis que ça ne changera rien à ce que je ressens pour toi. Tu n'en sais rien, souffla-t-elle. Tu ignores ce qu'il pourrait raconter. Alors dis-le-moi toi-même, répondit Alexandre doucement. Maintenant. Quel que soit le secret qu'il croit détenir, partage-le avec moi. Ôte-lui son pouvoir. Les mains de Christelle tremblaient. C'était le moment où tout pouvait s'effondrer. Mais en regardant les yeux gris calmes et sûrs d'Alexandre et le visage bienveillant d'Éléonore, elle sentit naître un fil de courage. « Quand David a détruit ma carrière, dit-elle d'une voix à peine audible, je n'ai pas seulement perdu mon travail. J'ai tout perdu. Mon appartement, mes économies, ma capacité à payer mes factures. Pendant 3 mois, j'ai vécu dans ma voiture. Je prenais des douches dans les salles de sport, je mangeais dans les soupes populaires. » Elle continua, refusant de détourner le regard guettant sur le visage d'Alexandre, le moindre signe de dégoût ou de pitié. J'avais honte. J'étais humilié. Je suis passé du statut d'exécutive à celui d'invisible en quelques semaines. C'est sans doute ce que David va utiliser, que je ne suis pas seulement une cadre déchue, mais quelqu'un qui a été littéralement sans abri. Quelqu'un de brisé. Éléonore fut la première à bouger. Elle se leva, traversa la pièce et prit Christelle dans une étreinte ferme. Tu as survécu à la rue et reconstruit ta vie à partir de rien. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une force inouïe. Christelle, dit Alexandre d'une voix rauque pleine d'émotion, regarde-moi. Elle se retourna vers lui. Son regard était brûlant d'intensité. Tu as survécu à la pauvreté sans perdre ta dignité. Tu t'es hissé de nouveau vers la stabilité grâce à ta seule détermination. Tu as sauvé ma mère alors que tu avais toutes les raisons de rester dans l'ombre. Et tu penses que ça fait de toi quelqu'un de brisé. Il s'approcha d'elle. Ça fait de toi la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu n'es pas dégoûté, demanda Christelle, la voix à peine audible. Je suis admiratif, répondit simplement Alexandre. Et furieux que tu aies dû affronter tout cela seul. Mais dégoûté, jamais. Les larmes de Christelle Valois coulaient librement à présent.
David disait que des gens comme vous n'accepteraient jamais des gens comme moi. Que je resterai toujours la fille sans abri, essayant de prétendre appartenir à votre monde. David est un lâche étroit d'esprit, incapable de comprendre ce qu'est une véritable connexion humaine, répliqua vivement Éléonore Montreuil. Et toi, ma chère Christelle, tu ne prétends pas appartenir à ce monde. Tu y as ta place, prouvée par tes actes. Le statut ne dépend pas des circonstances, il se mérite par le caractère. Le téléphone de Christelle vibra de nouveau. Un message de David. Pas de réponse. As-tu avoué ton passé honteux ou fais-tu encore semblant d'être digne d'un Montreuil? Le temps file. C'en est trop, dit Alexandre, sortant immédiatement son propre téléphone. J'appelle mon avocat. Nous allons déposer une demande d'ordonnance d'éloignement. Ses yeux gris lancèrent des éclairs de colère protectrice. Et je veux que tu envisages de porter plainte pour harcèlement et traque. Il dira que j'exagère, protesta Christelle faiblement. Qu'il le dise, répondit Alexandre d'une voix ferme. Nous avons des preuves des témoins et les moyens de nous défendre. À moins... Il marqua une pause. À moins que tu préfères t'en charger autrement. C'est ton choix toujours. Christelle pensa à ces 3 années passées à fuir, à se cacher, à survivre dans le silence. À l'arrogance de David, convaincu qu'elle ne se battrait jamais, puis aux mots d'Éléonore. Il est temps d'arrêter de battre en retraite. Déposez l'ordonnance, dit-elle enfin la voix plus assurée. Et oui, j'accepte le poste. Pas seulement parce que je suis qualifié, mais parce que je refuse que la peur de David dicte encore ma vie. Éléonore sourit un sourire fier et tendre. Voilà qui est bien. À une condition, ajouta Christelle, tournant son regard vers Alexandre. Quoi qu'il arrive entre nous, cela ne doit pas affecter mon travail. Si notre relation échoue, je ne veux pas perdre cette opportunité professionnelle. D'accord, répondit Alexandre sans hésiter. Ton contrat sera signé avec la société via ma mère. Totalement indépendant de nous. Christelle inspira profondément. Alors oui, j'accepte. Quand est-ce que je commence? Lundi, déclara Éléonore aussitôt. Cela te laisse le week-end pour digérer, te préparer et laisser l'équipe juridique d'Alexandre s'occuper de ton ex. Comme si le destin s'en mêlait. Le téléphone d'Alexandre sonna. Il regarda l'écran, son expression s'assombrissant. C'est mon avocat. À propos de la procédure de divorce de Victoire, je dois répondre. Il quitta la pièce pour s'isoler dans son bureau, laissant Christelle et Éléonore seules. Il tient énormément à toi, dit doucement la vieille femme. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis des années, peut-être même jamais. Ça ne fait que 2 jours, protesta Christelle. Parfois, il ne faut que cela, répondit Éléonore avec un sourire. Quand j'ai rencontré mon mari, nous savions en quelques heures que nous tenions quelque chose d'extraordinaire. 50 ans de mariage nous ont donné raison. J'ai peur, admit Christelle. Peur de faire confiance à nouveau. Peur de me tromper. Peur d'être blessée, termina Éléonore doucement. Je comprends. Mais Christelle, la peur n'est pas une raison d'éviter la joie. C'est une raison d'être prudente. Oui, mais pas de fuir. Alexandre revint le visage grave. Victoire prétend que les accusations de maltraitance sont fabriquées. Elle soutient que l'âge de maman rend son témoignage peu fiable et que je manipule la situation pour éviter un partage équitable du divorce. Elle peut gagner, demanda Christelle. Pas avec les preuves médicales et les rapports de police, répondit Alexandre. Mais elle peut rendre la procédure sordide et publique. Ce qui veut dire... Il la regarda sérieusement. Tu seras impliqué. Les avocats de Victoire enquêteront sur toutes les personnes proches de moi. Ils utiliseront ton passé, notre relation, tout ce qu'ils pourront trouver pour alimenter leur récit.
L'angoisse de Christelle remonta d'un coup. David et Victoire ensemble pour nous détruire, c'est un cauchemar. Ou une opportunité, dit Éléonore pensive. Deux manipulateurs qui coordonnent leurs attaques, c'est aussi deux sources d'erreurs, deux occasions de les démasquer. Maman a raison, approuva Alexandre. Mais Christelle, tu dois comprendre dans quoi tu t'engages. Ce sera brutal, public intrusif. Si tu veux reculer pour te protéger... Non. Christelle se leva le regard clair. J'en ai fini avec la fuite, le silence, la peur. Si Victoire et David veulent une guerre, ils l'auront. Mais cette fois, je ne serai pas seul. Alexandre l'attira contre lui et Christelle se laissa aller dans la force rassurante de ses bras. Derrière eux, Éléonore sourit avec satisfaction. « Parfait, déclara-t-elle, parce que chez les Montreuil, on ne se rend jamais, et il semble que Christelle Valois non plus. » Dehors, Paris s'étendait à perte de vue splendide, impitoyable, indifférente aux batailles menées dans ses tours de verre. Mais à l'intérieur, trois êtres se tenaient unis face à la tempête à venir. Et pour la première fois depuis 3 ans, Christelle se sentit prête à affronter tout ce que l'avenir lui réserverait. Le lundi matin, Christelle Valois franchit les portes du groupe Montreuil, vêtue d'un tailleur gris anthracite, acheté pendant le week-end. Le hall de marbre du siège du groupe Montreuil paraissait à Christelle Valois à la fois familier et étranger. Un monde auquel elle avait autrefois appartenu, qu'elle retrouvait aujourd'hui, conquise de haute lutte. Éléonore Montreuil l'accueillit en personne, la présentant à l'équipe de direction avec une autorité tranquille. « Voici Christelle Valois, notre nouvelle directrice des relations communautaires et de la communication externe. Elle vient hautement recommandée. » Les murmures commencèrent aussitôt. Christelle en attrapa des bribes. La serveuse qui a sauvé Éléonore. La nouvelle petite amie d'Alexandre. Le timing est quand même pratique. Elle les ignora, concentrée sur la visite des locaux menée par Éléonore. Mais l'après-midi, tout explosa. L'avocat de Victoire Montreuil publia un communiqué à la presse. Madame Victoire Montreuil dément catégoriquement toutes les accusations de maltraitance. L'état mental déclinant d'Éléonore Montreuil a été manipulé par des membres de sa famille, cherchant à contrôler sa fortune. Le recrutement récent de mademoiselle Christelle Valois, une femme entretenant une relation avec monsieur Alexandre Montreuil, soulève de sérieuses questions d'opportunisme et de manipulation. Le téléphone de Christelle se mit à vibrer sans arrêt sous le flot des demandes médiatiques. En quelques heures, son passé avec David Chen refit surface des versions déformées, la décrivaient comme instable, compromise professionnellement et, par hasard, héroïne d'un milliardaire. « C'est David qui a tout divulgué », dit-elle d'une voix vide, fixant les articles à la une sur l'écran du bureau d'Éléonore. « Il a livré mon histoire, l'a déformée, m'a fait passer pour une intrigante intéressée. »« Alors nous disons la vérité, » répondit Éléonore avec fermeté. « Toute la vérité, ton parcours, ta survie, ta reconstruction. C'est nous qui allons contrôler le récit, pas eux. » Alexandre fit irruption dans le bureau, le visage orageux. « J'organise une conférence de presse. Aujourd'hui. On met fin à tout ça. »« Alexandre, non, » commença Christelle. « Si, trancha-t-il. » Ses yeux gris flamboyaient. « Victoire et David veulent te détruire par l'humiliation publique. »« Très bien, montrons-leur la vérité. Ton courage, ta résilience, tes compétences. Qu'ils essaient donc de salir ça. » La conférence de presse fut fixée à 17 heures. Christelle se tint aux côtés d'Alexandre et d'Éléonore face à des dizaines de caméras et de journalistes. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. « Il y a 3 ans, j'ai tout perdu à cause d'une trahison professionnelle, » commença-t-elle. « J'ai connu la rue, la honte, la peur. Mais j'ai survécu. Je me suis reconstruite. Et quand j'ai été témoin de maltraitance envers une personne âgée,
Je n'ai pas hésité à intervenir parce que je sais ce que c'est d'être impuissante et invisible. Elle regarda droit l'objectif. Victoire Montreuil et mon ex-partenaire David Chen travaillent ensemble pour me discréditer. Ils utilisent mon passé comme une arme, mais je refuse d'avoir honte. J'ai survécu à la misère. J'ai gagné ma place au groupe Montreuil par mes compétences et mon intégrité, et je n'ai pas à m'en excuser. Alexandre s'avança. Christelle Valois a sauvé la vie de ma mère. Son recrutement repose uniquement sur son expérience en communication et sur son intégrité éprouvée. Toute personne souhaitant le vérifier peut consulter son dossier et contacter ses références toutes irréprochables. Les questions fusèrent dures incessantes. Christelle répondit à chacune avec calme et précision. À ses côtés, Alexandre et Éléonore restaient droits, solides, unis. Le soir même, le récit commença à basculer. Les réseaux sociaux s'enflammèrent en soutien. Merci Christelle Valois devint viral. Les associations d'aide aux sans-abri saluèrent son courage. Des professeurs d'éthique d'entreprise citèrent de son exemple comme une leçon de résilience et d'intégrité. À minuit, le cabinet de Victoire publia un nouveau communiqué. Madame Montreuil souhaite désormais régler le divorce dans le respect et la discrétion. Quant à David, son silence fut plus éloquent encore. Sa narrative soigneusement construite s'était effondrée face à la vérité nue de Christelle. Plus tard, dans le penthouse d'Alexandre, Christelle s'écroula sur le canapé vidé, mais étrangement apaisée. « Tu as été magnifique, » dit Alexandre en s'asseyant près d'elle. « Courageuse, honnête, puissante. »« J'étais terrifié, » avoua-t-elle. « Je sais, » répondit-il en la serrant contre lui. « Mais tu l'as fait quand même. C'est ça le courage. » Éléonore entra avec une théière fumante, les yeux brillants de fierté. « Le conseil d'administration vient d'appeler, » annonça-t-elle. L'opinion publique envers le groupe Montreuil a augmenté de 15%. Apparemment, l'honnêteté s'appelait encore aux gens. Christelle eut un rire tremblant. Qui l'aurait cru? Son téléphone vibra encore une fois. Un message d'un numéro inconnu. Tu gagnes cette manche. Félicitations. D. Christelle le supprima sans lire la suite. L'opinion de David ne comptait plus. Et maintenant, demanda-t-elle doucement à Alexandre. Maintenant. Il sourit, déposant un baiser sur sa tempe. Maintenant, on avance. Plus de peur, plus de secrets. Juste nous à construire quelque chose de vrai. J'aime bien cette idée, murmura-t-elle. Dehors, Paris scintillait de 1000 lumières et de promesses. Et pour la première fois depuis 3 ans, Christelle se sentit véritablement libre. 6 mois plus tard, Christelle Valois se tenait dans la grande salle de réunion du groupe Montreuil, présentant les résultats du 4e trimestre devant le conseil. Son tailleur bleu marine était impeccablement ajusté, sa confiance réelle, ses chiffres irréfutables. Notre partenariat avec les associations d'aide aux sans-abri a généré une visibilité et un impact sans précédent, conclut-elle avec assurance. Nous avons aidé 847 personnes à retrouver un logement et un emploi stable. Le retour sur investissement en perception publique a augmenté de 43%. La salle éclata en applaudissements. Éléonore Montreuil rayonnait de fierté depuis son siège, tandis qu'à l'arrière de la salle, Alexandre observait Christelle Valois avec une admiration à peine voilée. Après la réunion, Éléonore la prit à part. Le conseil veut agrandir ton département, doubler le budget, tripler l'effectif. Tu as prouvé qu'éthique et profit ne sont pas incompatibles. Christelle serra doucement la main de la vieille femme. J'ai eu d'excellents professeurs. Et nous, une élève exceptionnelle, répondit Éléonore, les yeux pâles brillants d'émotion. Christelle, ma chère, je veux que tu saches que tu n'as pas seulement sauvé ma vie ce soir-là. Tu as sauvé cette famille. Tu nous as rappelé ce que signifie
l'intégrité. La gorge de Christelle se serra. Vous m'avez rendu ma carrière, ma confiance, mon avenir. Non, dit fermement Éléonore. Tu les as repris toi-même. Nous n'avons fait que t'offrir l'opportunité que tu méritais depuis toujours. Ce soir-là, Alexandre emmena Christelle dîner au même restaurant italien du Marais, où ils avaient eu leur premier rendez-vous. L'endroit avait le parfum doux de la familiarité, enrichi par 6 mois de souvenirs partagés. « J'ai une nouvelle », dit Alexandre en servant le vin. Le divorce de Victoire est enfin finalisé. Elle a signé le règlement accepté, les termes du contrat prénuptial, et promis de ne plus jamais contacter ma mère. « Comment te sens-tu » demanda Christelle, soulagée, libre. Il tendit la main pour serrer la sienne. Ce chapitre est définitivement clos. « Et David » demanda-t-elle la voix prudente. Son agence marketing a perdu 3 gros clients le mois dernier. Apparemment, le monde des affaires n'apprécie pas les dirigeants qui détruisent mieux leurs partenaires. Et son associé actuel vient de porter plainte contre lui pour détournement de fonds. Alexandre esquissa un sourire sans joie. Le karma existe, semble-t-il. Christelle n'éprouva aucune satisfaction, seulement une paix silencieuse. Je ne lui souhaite pas de mal. Je veux juste qu'il disparaisse de ma vie. C'est déjà le cas, assura Alexandre doucement. Complètement et définitivement. Le repas se termina dans une atmosphère paisible, ponctuée de rires et de confidences tranquilles, la complicité née du temps et de la confiance retrouvée. Lorsqu'ils partagèrent leur tiramisu, leur rituel Alexandre semblait soudain nerveux, inhabituellement agité. « Christelle, il y a quelque chose que je veux te demander. »« Tu gigotes, » dit-elle avec amusement. Alexandre Montreuil ne gigote jamais. Il le fait quand il est terrifié, admit-il avec un sourire maladroit. À la stupeur de Christelle, il se leva, puis mit un genou à terre. « Qu'est-ce que tu fais » souffla-t-elle le souffle coupé, tandis qu'il sortait un petit écrin de velours. « Il y a 6 mois, tu es entré dans ma vie à travers un acte de courage extraordinaire, dit Alexandre les yeux fixés aux siens. Tu as sauvé ma mère. Tu m'as mis au défi de devenir meilleur. Tu m'as montré ce qu'est l'amour véritable, pas celui qui se monnaie pas, celui qu'on joue pour paraître, mais celui qui est sincère, honnête et courageux. » Il ouvrit l'écrin, un diamant taille émeraude, serti dans du platine, scintillait sous la lumière douce du restaurant. « Christelle Valois, tu es la femme la plus forte et la plus compatissante que j'ai jamais connue. Tu t'es reconstruite à partir de rien, tu as refusé de laisser la douleur te définir, et tu as encore trouvé le courage de faire confiance. Veux-tu m'épouser » Les larmes de Christelle jaillirent aussitôt. Autour d'eux, les clients avaient remarqué, observant la scène avec des sourires émus. « Tu es complètement fou de me demander ça ici », réussit-elle à dire en riant entre ses larmes. « Fou de toi », répondit Alexandre avec ce sourire qu'elle aimait tant. « Alors, c'est un oui ?»« Oui, » rit-elle. « Oui, absolument oui. » Le restaurant éclata en applaudissements, tandis qu'Alexandre glissait la bague à son doigt et l'embrassait un baiser au goût de tiramisu de promesse et de renaissance, tout ce qu'elle n'osait plus espérer depuis 3 ans. 3 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans les jardins botaniques, surplombant la Seine. Éléonore officia elle-même la voix vibrante de joie et de fierté. La cérémonie était intime, des amis proches des collègues clés, ceux qui les avaient soutenus à travers la tempête. Christelle portait une robe ivoire simple, élégante et sobre. Alexandre la regardait comme s'il n'existait rien d'autre au monde. « Je promets de te voir, » dit-il dans ses vœux. « Pas pour ce que tu fais, ni pour ton passé ou tes cicatrices, mais pour toi, brillante, courageuse, magnifique, chaque jour de ma vie. »
Et moi, je promets de te faire confiance, répondit Christelle, la voix tremblante d'émotion. Même quand la peur me dira de fuir, même quand le passé me chuchotera que l'amour n'est pas sûr, je te choisirai. Je nous choisirai. Je choisirai le courage plutôt que la peur. Éléonore essuya discrètement une larme, tandis qu'ils échangèrent leurs alliances. Au premier rang, la directrice de l'ancien refuge, où Christelle avait trouvé de l'aide, rayonnait de fierté. À côté d'elle, 3 femmes que Christelle avait accompagnées grâce au programme logement du groupe Montreuil, preuve vivante que la survie pouvait devenir vocation. Lors de la réception, Éléonore leva son verre pour le toast. Il y a 6 mois, mon fils était prisonnier d'un mariage sans amour. Moi, je souffrais en silence, et Christelle cachait sa lumière sous le poids de la survie. Ce soir, nous sommes libres épanouis, et la preuve vivante qu'un seul mot peut tout changer, le courage. Elle leva son verre. La salle entière fit de même, et Christelle Valois, la femme que le monde avait un jour appelée « perdue », sut alors qu'elle ne le serait plus jamais. À Christelle et Alexandre, que votre amour continue de nous inspirer tous à être plus courageux, plus bienveillants et plus sincères que nous ne l'aurions jamais cru possible. Plus tard, alors qu'ils dansaient sous des guirlandes lumineuses, Christelle posa la tête contre la poitrine d'Alexandre. « Heureuse », murmura-t-il dans ses cheveux. « Terrifiée », avoua-t-elle avec un sourire tremblant. « Mais oui, incroyablement heureuse. Terrifiée en bien ou en mal. En bien, décida Christelle. Le genre de peur qu'on ressent quand on a quelque chose de précieux à perdre. Celle qui rend le bonheur réel. Alexandre se recula légèrement pour la regarder. « Tu ne me perdras jamais, je te le promets. »« Ne promets pas ce que tu ne peux pas contrôler, » répondit-elle doucement. « Promets seulement d'être honnête, de communiquer, de te battre pour nous quand les choses deviendront difficiles. »« Ça, » dit Alexandre avec fermeté, « je peux te le promettre absolument. » De l'autre côté de la salle, Éléonore Montreuil les observait avec satisfaction. À côté d'elle, la directrice du refuge où Christelle avait autrefois trouvé de l'aide souriait. « Elle a fait un chemin incroyable, » dit-elle à voix basse. « Elle a toujours eu la force, » répondit Éléonore. « Elle avait juste besoin d'une occasion de s'en souvenir. » Quelques mois plus tard, Christelle Valois-Montreuil entra dans la salle du conseil du groupe Montreuil pour la réunion trimestrielle, son ventre arrondi, commençant à se deviner sous sa robe ajustée. Alexandre lui serra la main alors qu'il prenait son place. Éléonore, fidèle à son efficacité légendaire, ouvrit la séance « Trimestre exceptionnel ». Le département de Christelle s'est étendu à 12 villes et a aidé plus de 3000 personnes à passer de la rue à l'emploi. Les membres du conseil approuvèrent d'un signe de tête. Les programmes de Christelle étaient devenus l'initiative phare du groupe, un modèle où profit et impact social coexistaient avec succès. Après la réunion, Éléonore les appela à part. « Je prends ma retraite », annonça-t-elle avec un sourire tranquille. « Officiellement, Alexandre restera PDG, mais je recommande Christelle au poste de vice-présidente chargée de l'impact social et des relations publiques. » « Éléonore, » protesta Christelle émue. « Tu l'as mérité, » répondit Éléonore fermement. « Et cet enfant, » elle désigna son ventre, « grandira en sachant que sa mère est brillante, forte, et la preuve vivante que les secondes chances existent. » Ce soir-là, sur le balcon de leur penthouse dominant Paris, Christelle observait les lumières de la ville. Alexandre la rejoignit, l'enlaçant tendrement par derrière. « À quoi penses-tu » murmura-t-il. « À quel point la vie a changé » répondit-elle. « Il y a 1 an, je servais des tables. Aujourd'hui, je suis mariée enceinte et sur le point de devenir vice-présidente d'un groupe international. »« Des regrets ?» demanda Alexandre. « Aucun. » Elle sourit avant d'ajouter malicieusement. « Enfin, si un seul, j'aurais aimé trouver le courage d'affronter David il y a 3 ans.
J'ai perdu tellement de temps à me cacher. Tu n'étais pas prête, dit-il doucement. Il te fallait ces 3 années pour guérir, te reconstruire, devenir assez forte pour affronter tes peurs. Tout est arrivé exactement quand il le fallait. Christelle caressa tendrement son ventre arrondi. Notre fille va avoir une sacrée histoire de comment on s'est rencontrés. Une fille. Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. Tu le sais déjà. Le médecin l'a confirmé ce matin, dit-elle en riant. Surprise. Alexandre la souleva dans ses bras et la fit tournoyer doucement. Une fille. Nous allons avoir une fille. Une fille qui apprendra que le courage compte plus que le confort, dit Christelle. Que la survie est une force et que l'amour vaut le risque. Les meilleures leçons possibles, répondit Alexandre avec tendresse, surtout venant de toi. Tandis qu'ils observaient la ville s'étendre sous leurs pieds, Christelle pensa aux mots d'Éléonore. La vérité et la persévérance finissent toujours par triompher. Victoire Montreuil vivait désormais à Nice, loin du monde des affaires parisien, travaillant discrètement dans l'immobilier, sa réputation à jamais ternie. David Chen lui avait vu son agence s'effondrer après plusieurs procès. Il survivait en tant que consultant pour de petites sociétés, précédé partout par la rumeur de son manque d'éthique. Éléonore Montreuil, quant à elle, poursuivait son combat national contre les abus envers les personnes âgées, donnant des conférences sur son expérience. Alexandre et Christelle Montreuil, eux étendaient leur programme d'impact social à l'international, prouvant que le succès économique et la compassion pouvaient marcher main dans la main. Et Christelle Valois. Montreuil, ancienne, sans abri, ancienne serveuse invisible, était désormais l'une des dirigeantes les plus influentes de France, sans jamais oublier d'où elle venait, ni le courage qu'il lui avait fallu pour se relever. Parce que parfois, le plus grand acte de bravoure consiste à faire confiance de nouveau après la trahison. Parce que parfois, l'amour vous trouve quand vous l'attendez le moins. Et parce que parfois, en sauvant la vie de quelqu'un d'autre, on sauve aussi la sienne.